Je suis heureux vraiment aujourd'hui d'être avec Jean Nadeau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le gentil donneur de coups de pied aux fesses qui défraie les commentaires sur Facebook. Et c'est ce que j'aime. Donc moi voilà, je suis Jean-Pierre Bonnet, je suis ce que je disais à Jean juste avant, je mets le doigt là où ça fait mal depuis quelques temps et j'aime à être provocateur, direct et obtenir que les gens bougent. En fait, je suis un transformationnel plus qu'un évolutif. J'aime la transformation, j'aime voir les gens éclore. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un interview avec Jean Nadeau, qui, je pense aussi, est un beau provocateur de transformation. Jean, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Ben avant tout, bon matin ici au Québec parce qu'on commence la journée. Pour toi, t'es presque déjà rendu à l'apéro, mais nous, on commence la journée. Ici, on est encore au café. Alors, JP, ben merci beaucoup de faire cette entrevue avec moi. Une introduction qui est assez spectaculaire parce que je me qualifie effectivement ici au Québec comme un gentil distributeur de coups de pied au derrière. Et là, tu m'apprends aujourd'hui que toi, tu es un metteur du doigt sur le bobo. Hein? Alors, on se rejoint un peu là-dessus, on se rejoint un peu sur la barbe et Aussi. avoir un peu ta physionomie, je pense qu'on se rejoint aussi peut-être sur la prestance physique. Alors, merci encore une fois. Oui, c'est quoi ça, un gentil distributeur de coups de pied au derrière? Euh, je fais souvent l'allusion, ou en fait la comparaison avec les gens de mon industrie, que je qualifie gentiment, avec beaucoup de respect pour la plupart d'entre eux, que je qualifie comme des Yoda, et moi je me qualifie plutôt comme l'incroyable Hulk. Et à mes yeux, ceux qui sont dans la catégorie des Yoda, ben, remplissent des salles pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, pour les faire se sentir bien avec la vie qu'ils ont, sachant très bien que cette vie-là n'est pas leur vie de rêve. Moi, j'ai plus l'objectif de remplir des salles, d'écrire des bouquins, non pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, mais plutôt pour leur dire ce que je pense qu'ils doivent entendre. Et ce, surtout, si ça les rend inconfortables. Je rencontrais un ami dernièrement, ça faisait plusieurs années qu'on s'était pas vu. Ah, Jean, qu'est-ce que tu deviens? J'ai dit, moi, je me lève à tous les matins pour rendre les gens inconfortables avec la vie qu'ils ont. À un point tel qu'ils vont tout faire pour se bouger le derrière et passer d'où ils sont à où ils veulent être. Et là, il m'a regardé avec des yeux, des points d'interrogation dans les yeux. Il dit, ouais, tu te lèves à tous les matins pour rendre les gens inconfortables. Tu fais quoi dans la vie exactement? Eh ben, j'ai dit, je monte sur des scènes, je suis conférencier, j'ai une émission de radio, j'écris des bouquins pour justement donner ce coup de pied au derrière là. Maintenant, je ne le fais pas uniquement pour rendre les gens inconfortables, ça ne ferait de moi qu'une grosse brute rudimentaire. Mais je pense que c'est quand on amène les gens dans l'émotion de réaliser, de prendre la responsabilité de ce qui leur arrive dans leur vie, que là, on peut passer avec plus d'efficacité notre message. Et j'espère que dans cette émotion-là, les gens vont finalement passer à l'action et changer quelque chose à leur vie. Tu mets le doigt sur un... C'est marrant parce que ce matin j'avais un appel, on appelle ça les appels collaboratifs avec un groupe auquel j'appartiens et on leur permet de s'exprimer sur des sujets divers et variés. Et on lançait des idées pour le prochain et j'ai dit moi ce matin que j'avais très envie d'avoir un thème qui était compassion, complaisance, à ne pas confondre. Parce que tout comme toi, j'ai l'impression en rencontrant beaucoup de collègues coachs, accompagnateurs, experts, etc., que on confond facilement la complaisance et la compassion parce que la complaisance nous permet, à notre esprit, et on est bien d'accord, hein, ce n'est pas la réalité, mais nous permet de conserver le client, de conserver l'amour du client, ce qui d'ailleurs en coaching est complètement interdit puisque déontologiquement Ouais. on doit faire en sorte que lorsque le client est prêt on doit le laisser partir, mais voilà, après on peut blâmer personne et en même temps on tombe dans cette complaisance et quand on est on a en face de nous quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi qui avons tendance à plutôt essayer de provoquer les changements, on nous traite d'agressif, de méchant, pourquoi tu fais ça alors que j'ai besoin de douceur, mais parce que ça fait 40 ans que tu as de la douceur, peut-être qu'à un moment donné, il faut que tu te Exact. demandes si tu n'as pas besoin d'autre chose. Et il y a besoin des deux, certainement. Il y a des gens qui sont à un niveau de conscience qui ne peuvent pas entendre autre chose que de la complaisance. Je veux bien l'entendre. Et je ne pense pas que de leur donner la complaisance, c'est le rôle du coach ou du transformateur. Rentrer dans ce jeu-là
comment dire ça, n'amène pas de bonus, de plus-value à notre métier. Tout à fait, tout à fait. Écoute, quand je fais des rencontres individuelles avec les gens, j'appelle ça des cafés Hulk. Donc, les gens viennent avec moi pendant 1h30. Ils me paient pour l'heure 30 qu'ils passent avec moi et moi, je paye le café. Et je leur dis, écoutez, si vous vous asseyez devant moi pour que je vous dise ce que vous voulez entendre, ben, je suis pas votre personne. Malheureusement, vous m'avez déjà payé pour l'heure et demie, mais vous êtes maintenant devant moi, puis je vais vous dire ce que je pense. Vous allez me parler de vos choses, de vie personnelle ou professionnelle. Je vais avoir des bulles, comme dit souvent notre ami Daniel Blouin, je vais avoir des bulles et je vais vous les propulser sans filtre et vous en ferez ce que vous en voudrez. Et effectivement, c'est pas toujours doux, et il y a d'autres fois où c'est doux. Mon analogie, moi, du gentil distributeur de coups de pied au derrière, il faut comprendre que c'est une analogie, là. Je donne pas des coups de pied au derrière aux gens. Je ne suis pas un gros méchant loup. Mais je pense que des fois, effectivement, il faut brasser les gens et non pas tout le temps rester dans la complaisance. Je prends l'exemple de l'amitié. Toi puis moi, on est des amis. Supposons qu'on vit dans le même pays, dans la même ville, et au Québec, ici, on dit « t'es mon chum de gars, t'es mon ami de gars, je t'aime, t'es mon ami ». Ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ta vie. Tu as un drame quelconque et tu files vraiment pas, et tu m'appelles, tu dis « Jean, mon ami, j'ai besoin de toi, viens me voir. Je vais tout laisser tomber, mon ami est dans la détresse ou il vit quelque chose de difficile. Je vais aller te voir et JP, je vais te prendre dans mes bras et je vais te dire que je t'aime, puis je vais compatir avec toi la première journée, la deuxième journée, peut-être la troisième journée aussi, mais la quatrième journée, je vais te prendre par les épaules, je vais te dire, c'est assez. Je t'aime suffisamment pour te brasser, pour te réveiller, pour te ramener sur le bout de ta chaise, pour te choquer peut-être même, et si je te choque, puis que ce n'était pas mon intention, je vais m'excuser. Mais si j'en suis rendu à te dire un propos qui va peut-être te choquer, c'est parce que je l'ai voulu ainsi, parce que je pense que c'est bon pour toi, parce que je t'aime comme ami, puis que je vais vivre avec les conséquences. Mais à un moment donné, je vais te prendre par les épaules, je vais te dire c'est assez. Je pense qu'on se doit de faire ça à un moment donné. Maintenant, c'est pas tout le monde qui aime ça, pas tout le monde qui trouve ça facile, mais qui nous a promis que c'était pour être facile, la vie? C'est un mot que je n'utilise jamais. Lequel? Facile. Ouais. Non, c'est ça. C'est simple. La vie est simple. Exactement. Les gens se la disent compliquée. Et quand je dis ça dans mes conférences, encore hier soir, je donnais une conférence, et je leur disais, la vie est simple, mais vous la dites compliquée. Et là, il y a plein de points d'interrogation qui arrivent dans les yeux des gens. Puis je dis, pourquoi? Moi? Pourquoi je me dirais-je que la vie est compliquée? Eh bien, voici la raison pour laquelle vous vous dites que la vie est compliquée. C'est parce que ça vous donne une raison, justement, de rester assis sur votre divan à ne rien faire, ou pire, à envoyer ça dans l'univers en pensant que la loi de l'attraction va vous le retourner magique, de façon magique. Eh bien non, à un moment donné, il faut que tu te lèves le derrière, tu t'époussettes le fond de culotte et que tu passes à l'action. Et j'ai ça avec la confiance. Il m'arrive souvent de parler de confiance dans mes ateliers. Et il y a des gens qui disent non, mais moi je passerai à l'action quand j'aurai confiance. Alors je leur dis, la confiance c'est un résultat. Donc si vous faites confiance des 100, dans 1000 ans je reviens, vous êtes momifié. Bon alors vous êtes une œuvre d'art parce que vous êtes momifié, mais c'est tout. Ouais. Mais la confiance elle n'est toujours pas là. La confiance c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Et Mais tu as raison, la confiance vient de l'action, mais je pense qu'on a toujours historiquement enseigné la confiance à l'envers. Allez, t'es capable. Non, embarque ton enfant sur un bicycle, sur un tricycle, peu importe, et laisse-le aller. Il va tomber, il va avoir mal, il va pleurer. Tu le remets sur le vélo, puis il va continuer. Puis il va aller un petit peu plus loin, puis toujours un petit peu plus loin. Et c'est comme ça que la confiance s'obtient. C'est dans l'action, l'erreur, tomber, se relever, et à un moment donné, on l'a, puis bravo, j'ai confiance que je peux maintenant faire du vélo. Mais c'est pas uniquement de monter sur une scène et de dire aux gens d'avoir confiance en eux, ça fonctionne pas. Ça vient de l'intérieur, comme la motivation. Un conférencier motivateur, ça n'existe pas. Si vous allez voir une conférence et que le conférencier se présente comme un conférencier motivateur, demandez un remboursement. Ça ne se peut pas. Ça vient de l'intérieur. c'est ce qui va venir de son intérieur qui va nous motiver. C'est pas, exact. C'est pas ce qu'il va dire, c'est ce qu'il va montrer, montrer au sens dégager. Et moi, il y a une phrase que j'adore par rapport à la confiance et réussir, c'est Thomas Edison. Quand on lui a demandé combien de fois avez-vous échoué pour inventer le filament incandescent, il a dit jamais. J'ai inventé 10 000 filaments non incandescents. Et ça, je trouve que c'est... Donc je dis à mes clients, mais vous en êtes à 10 000? Non, combien? 5, 6? Vous avez de la marge. L'enfant tombe en moyenne 1000 fois avant de savoir marcher. Et on sait tous marcher. Tout à fait. Et les gens, sais-tu quoi? Je le dis dans ma conférence, nous sommes
le seul espèce vivant sur la planète Terre, le seul espèce vivant, avec notre belle conscience et notre intelligence, a décidé que c'est assez. Bof, j'arrête là. J'arrête d'être plus, d'avoir plus ou de faire plus. J'arrête, je prends la décision, conscience, je me contente de ce que j'ai. Et on est la seule espèce vivante sur Terre à faire ça. Avez-vous déjà vu un arbre arrêté à 1 mètre? Non, l'arbre, il va continuer. Il décide pas, il continue, puis il continue, puis il continue. Un loup va toujours chasser. Une baleine va toujours manger des krills. Et nous, dans notre belle conscience, on décide, bof, c'est assez. Je tombe une première fois, j'arrête là. J'appelle un client pour lui offrir mon service, il me dit non la première fois, j'arrête là. J'essaie de rencontrer une femme qui me dit non la première fois, bof, on arrête là. Persévérance. Et encore là, je fais un point, persévérance est très important, mais quand ça devient de l'acharnement, baptême, se passer à d'autres choses. La distinction entre la persévérance et l'acharnement, c'est la remise en perspective. Tout à fait. C'est tout. Et juste savoir, changer de paire de lunettes par exemple. J'ai un sac où j'ai 15 paires de lunettes de couleurs différentes. Il m'arrive dans un atelier de faire dire aux gens, voilà, ça c'est la couleur rose, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il y ait dedans, mettez-les. Et on fait travailler avec ça et c'est extraordinaire. Et ça fait, et vois-tu, moi j'en ai pas de lunettes roses. Je reviens souvent sur ce sujet-là. J'en ai pas de lunettes roses. Je trouve, j'allais dire absurde. Je trouve utopique de vivre notre vie avec ces foutues lunettes roses. Tout ce que ça fait, c'est ça nous de vivre dans cette idée, dans cette philosophie des lunettes roses. Ça nous permet tout simplement de surfer, de voguer sur la vie avec les problèmes qu'elle apporte. Ça nous aide à vivre avec les problèmes de la vie au lieu de les régler et de ne plus les avoir. Pourquoi voguer sur un problème alors qu'on peut le régler? Assois-toi, parle du problème et règle-le. Tu n'auras pas besoin de revoguer là-dessus pendant des semaines et des semaines. Donc, les lunettes roses pour moi et tout ce qui vient avec, toutes les idioties à mes yeux qui sont dites sous le parapluie de la lunette rose, du genre rien n'est impossible, qui est une sottise extrême. Les gens payent pour venir nous voir, JP. Et nous, on monte, nous, excluant moi tout le moins, et j'espère toi, on monte, les gens de notre industrie montent sur des scènes pour leur dire rien n'est impossible, les amis. C'est totalement faux. Il y a une foule de choses qui sont impossibles. Si mon garçon, j'ai adopté un petit garçon, moi, au Kazakhstan, sa croissance est exceptionnelle. S'il continue comme ça, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne en mètres et en kilos, là, mais il va être plus grand, plus gros que moi à l'âge de 15 ans. Il va mesurer 6 pieds et 5 pouces. Il va peser 300 livres à l'âge de 15 ans. S'il m'arrive et il me dit « Papa, toi qui es un conférencier, inspirateur, motivateur. » S'il me dit ça, il n'aura rien compris encore de ma carrière. Mais dis-moi, papa, je veux être pilote de Formule 1. C'est mon rêve. Dis-moi que c'est pas impossible. Eh bien, je vais lui dire c'est impossible. Il n'y a pas rien d'impossible. Ça, c'est impossible. Tu n'entres pas dans le cockpit. Ta cuisse n'entre même pas dans le cockpit. C'est gros comme ça, un cockpit de Formule 1. Donc, il faut être lucide. Donc, pour moi, l'approche aux lunettes roses est malheureusement très peu souvent lucide. Une autre chose qu'on entend, quand l'attitude va, tout va. C'est de la merde, c'est pas vrai. J'ai une extraordinaire attitude, moi, 99% du temps. Le 1% que j'ai une mauvaise attitude, ne restez pas autour de moi. Habituellement, ça va pas très bien. Mais 99% du temps, j'ai une bonne attitude. Mais même si 99% du temps, j'ai une bonne attitude, la vie ne va pas toujours. J'ai eu de la merde, j'en ai aujourd'hui et j'en aurai encore demain. Et même si on met du parfum par-dessus, ça demeure de la merde quand même. Alors, ces idioties-là, à mes yeux, là, j'utilise le mot idiotie. Il y a des gens qui disent, Jean, t'es un peu trop sévère. Pour moi, c'est pas lucide et pragmatique. Ces idées-là. Exactement. Et si on est... C'est ça. Et je respecte ceux qui croient à ça. Mais ultimement, posez-vous la question. Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que ça donne des résultats pour vous de penser qu'il n'y a rien d'impossible? Est-ce que ça donne des résultats pour vous de vivre dans la présomption qu'en ayant une bonne attitude, tout va bien aller dans votre vie? Si tel est le cas, je doute que ça soit à cause de ça, mais continuez avec mes amis Yoda qui vous donnent des petites tapes dans le dos. J'ai aucun problème avec ça, je ne suis pas en guerre avec eux. J'offre juste une alternative un peu plus acerbe, un peu plus directe, sans gants blancs, et ça fonctionne pour certains. Ça fonctionne pour certains, et rassure-toi, j'ai aussi des noirs, des marrons, des bleus et d'autres couleurs. Mais tant mieux. C'est important, même si,
effectivement, tu as raison, voir tout en rose n'arrange pas les choses, et de voir tout en noir non plus. Non plus. Et c'est important, je dirais, de passer par les différentes lunettes pour justement se rendre compte que l'on est trop dans une ou trop dans l'autre. Est-ce que ça pourrait nous apporter de mettre... Moi, je prends toujours l'image d'une pipette. Si tu pouvais prendre avec une pipette un petit peu... Une pipette, tu sais, de la... Ouais. Tu peux prendre avec une pipette un peu de l'un, un peu de l'autre, et puis le mettre là, ça fait un cocktail, ça fait une alchimie. Et là, on rentre dans un autre domaine. Et par rapport à l'impossible, l'attitude, je préfère aller sur l'attitude. Non, l'attitude positive ne va pas te permettre d'avoir une vie magnifique. Elle va te permettre d'aborder les obstacles. C'est ça qui est important de dire. Il faut mettre le mot obstacle dans la phrase. Ouais. Ça va te permettre d'aborder les obstacles et de les affronter. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être rose, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas pleurer. Voilà, ça ne veut rien dire de tout ça. Ouais. Et je vais revenir sur ton anecdote de Café Hulk. Moi, quand j'ai débuté, je faisais mes coachings dans des Starbucks Coffee, donc tu dois Ouais. Et notamment dans un où j'avais une personne ici, une personne ici, une personne ici, une personne ici, ma cliente. Et un jour, je finis une séance, il y a un monsieur à côté de moi, il enlève ses écouteurs et il me dit... Mais vous lui avez fait quoi, la dame, là, pendant 1 heure? Elle a pleuré tout le long. Je lui dis non, mais elle est repartie contente, hein. Parce qu'effectivement, j'avais déjà tendance à mettre le doigt là où ça faisait mal, et la personne avait besoin de pleurer, avait besoin de vider son sac, et elle a vidé son sac, elle est repartie avec un truc, et elle m'a envoyé un mail derrière où j'ai perdu une cliente parce qu'elle a réussi à sortir son truc. Donc, bravo. Voilà, c'est pas grave, mais... T'as mis le doigt et t'as osé mettre le doigt là où ça faisait peut-être mal et qui lui a peut-être fait en anglais, il dit le trigger. Hein, le trigger pour finalement passer à l'action. Il y a une dame, moi, qui a réagi d'un peu de la même façon où elle m'a dit quelque chose, je lui ai retourné quelque chose immédiatement et elle m'a regardé dans les yeux avec les yeux pleins d'eau puis elle m'a dit, tu me fais chier. Mais ce qui me fait encore plus chier, c'est que t'as raison. Et là, je suis parti à rire. Et là, elle me dit, ah, toi, t'aimes ça. Hein? Ça, c'est ton style à toi, hein? D'aimer avoir raison. J'ai dit, madame, j'ai peut-être pas raison. Je n'ai pas la présomption d'avoir la vérité absolue. Je vous dis ce que je pense. Est-ce que c'est la vérité? J'en ai aucune idée, mais c'est ce que je pense. Vous me payez pour vous dire, pour me laisser vous dire ce que je pense. Alors, elle dit, ben pourquoi te rires? Pourquoi t'es parti à rire? Juste parce que vous m'avez dit que je vous faisais chier. Ça me fait rire. Et là, ça l'a désamorcé elle aussi. Et on a continué l'entrevue ensemble. Moi, ma femme fait courir une vilaine réputation que je fais pleurer les femmes. Mais pourtant, j'ai que des femmes en client. Ah, moi, je fais pas pleurer les femmes. Ah ben, non, mes clientes, hein, mes clientes. Ah oui, ok. Et non, c'est important, parce que là, on est vraiment sur le thème de la non-complaisance ouais. et de la bienveillance, parce que la bienveillance, c'est ce que je te disais quand on a partagé sur Facebook, là, par message privé, c'est que c'est notre capacité d'accompagnateur à être capable de bousculer l'autre parce qu'on croit au fond de nous que c'est ce qui va le déclencher. Et parce qu'on aime l'humain. On ne pourrait pas, moi je dis souvent, chacun de mes coups de pied sont aussi des coups de cœur. Je ne pourrais pas présumer, j'aurais honte de monter sur une scène ou d'écrire un livre et d'écrire pas ces grossièretés, mais d'être aussi provocateur sans avoir comme objectif ultime, sans que ça repose sur le cœur. Maintenant, je pense, moi, que dans l'amour, ils appellent ça tough love en anglais. Hein, tough love. Mais c'est une autre forme d'amour. Moi, je t'aime assez, mon ami, pour te dire les vraies affaires et non pas uniquement pour te dire ce que tu veux entendre. Et il ne faut pas justement tomber dans cette complaisance-là. Maintenant, si, encore une fois, quelqu'un vous approche et qu'il est complaisant ou que vous êtes complaisant toujours avec les gens de la même façon et que ça change quelque chose, ça apporte quelque chose, ça procure un certain bien-être et un esprit de changement à la personne, tant mieux. Moi, c'est pas ça qui a fonctionné pour moi. J'ai pas décidé, moi, de devenir un gentil distributeur de coups de pied au derrière par hasard. C'est parce que pendant 53 ans, c'est ce qui a fonctionné avec moi. Moi, c'est quand j'ai la face dans la boue puis qu'il y a un peu d'eau boueuse qui rentre dans mes narines, que je commence à réagir et que je me réveille. Si ça fonctionne, ça, pour moi, je présume que ça va fonctionner pour les gens aussi. Donc, ce n'est pas quand on est, à mes yeux, ce n'est pas quand on est confortable qu'on change quelque chose dans notre vie. Dans mes conférences, je dis toujours aux gens, vous allez tous changer de position au moins une fois sur votre chaise
pendant l'heure et demie, pendant les 90 minutes qu'on va passer ensemble, pas parce que vous êtes confortable, parce que vous êtes inconfortable. Ben moi, mon objectif, c'est d'amener les gens dans l'inconfort qu'ils savent avoir sur certaines choses qu'ils veulent changer, mais qui n'osent pas. Et je veux les amener à être suffisamment inconfortables avec où je les amène pour qu'ils se disent, je veux plus être là. Je veux plus être là, ça fait trop mal. Je veux une fois pour toutes passer à d'autres choses. C'est magnifique ce que tu dis parce que c'est complètement aligné avec ma philosophie de coaching. Et là, je dis coaching. Ouais. Moi, la formation que j'ai suivie, c'est CTI, c'est Coach Training Institute. Donc, qui a formé aujourd'hui plus de 45 000 coachs dans le monde. Et il y avait, parce qu'ils l'ont enlevé malheureusement, sûrement embêté par des choses qui se sont passées suite au stage, mais il y a un truc qui s'appelait Down the Tube. Et donc c'était vraiment emmener le client au fond, et le maintenir. Ouais. C'est pas lui dire maintenant on va sortir, comment tu fais. Non, c'est commencer, décris-le-moi, quelle odeur ça a, etc. Et là souvent c'est des mais non, mais ça pue, ça sent mauvais, ça aigre et tout. Ouais. Et oui, mais alors si tu restes là, qu'est-ce qui va se passer? Et à un moment donné, le client il dit non, c'est plus possible, je peux plus rester là, ça devient intolérable. Et c'est un extraordinaire outil. Alors il faut avoir, comme tu dis, il faut habiter ses cojones pour pratiquer ce genre de coaching, parce qu'en face, la personne, elle est très très bas. Et si toi, tu n'as pas travaillé sur toi en face, en tant que coach, c'est mort, t'es ruiné. Exactement. Il y a vraiment besoin. Et ça, et alors après, une fois que la personne, elle dit, bah, j'en peux plus, alors là, down the tube. Ouais. Down the tube. Alors là, c'est... Et là, tu viens de quand tu dis... si nous, on n'a pas fait le processus, tu viens d'aborder un point qui, à mes yeux, est ultimement, c'est la toute première chose qu'on doit avoir dans la vie en général, mais encore plus quand on est coach ou conférencier ou auteur en développement personnel, et c'est l'authenticité. Et le nombre de personnes que je vois sur des scènes ou dont je lis des livres qui, à mes yeux, à moi, c'est gros comme la terre qu'ils ne sont pas authentiques, qu'ils jouent un rôle, qu'ils se donnent une émotion sur scène, parce que ça vend. Ça vend des billets, ça vend des bouquins, mais je suis convaincu, pour en connaître quelques-uns, que dès qu'ils sortent de scène, c'est quelqu'un de totalement différent. Moi, JP, si tu m'appelles à 3 heures de l'après-midi ou à 3 heures de la nuit, c'est le même genre Nadeau. C'est sûr que sur scène, j'en mets un petit peu plus parce que là, je rentre dans mon rôle de Hulk. Mais le coup de pied que je donne sur scène, c'est le même coup de pied que je te donnerais dans mon salon. Sur scène, je le rends un peu plus pétaradant, mais c'est le même coup de pied, c'est la même chose. L'authenticité, elle doit être dans toutes nos vies, peu importe qu'on soit éboueur, qu'on soit cuisinier dans un restaurant ou qu'on soit conférencier, mais encore plus quand on prétend peut-être pouvoir guider les gens dans leur vie en montant sur une scène, on se doit d'être authentique. Et encore hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir après la conférence que j'ai donnée, puis elle a dit, Monsieur Nadeau, la seule chose que je trouve moins authentique dans votre conférence que sur Facebook, c'est votre humanité. Mais là, on tombe dans le texte, les textos, l'interprétation d'un texte, l'interprétation d'une image. L'émotion dans le texto. Exactement. Il n'y a pas de ton, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'humeur, il n'y a pas de chaleur. Alors que sur scène ou quand on rencontre les gens, ben là, on voit cette chaleur-là, on voit... Mais en bout de ligne, c'est le médium qui a changé entre le texto ou la publication Facebook et la personne qui est sur scène ou à la radio ou dans un livre. Mais à la base, l'authenticité est la même. Et ça se doit d'être ainsi. Je suis OK avec toi là-dessus et j'ai envie de te dire, moi maintenant que je t'ai vu en face et qu'on a discuté, quand tu vas écrire, je vais savoir comment tu es derrière l'écriture. Ouais. Parce que je t'ai écouté, je t'ai regardé vraiment. J'ai vu les mots qui te faisaient réagir et comment tu les exprimes. Et quand tu vas parler des choses similaires, je vais avoir ça en tête. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important de développer chez les gens, d'apprendre à écouter vraiment. Tout à fait. Et là, il y a... Et non pas d'écouter pour préparer une prochaine réponse. Ouais, ça, j'adore cette phrase. J'ai déjà utilisé 100 fois. Ou une question. Exactement. Eh bien, vois-tu, c'est aussi la force de ce médium-là qu'on utilise aujourd'hui. Hein, on est en train de faire une entrevue ensemble, on enregistre et on va la publier chacun dans nos réseaux. Et ça va permettre à mon réseau de te connaître, ça va permettre à ton réseau de me connaître. Et utilisons ces forces-là, on les a. Ça va aller au-delà d'un écrit ou d'une image aussi originale puisse-t-elle être, et l'image qu'on utilise sur Facebook.
On est des êtres humains, on n'est pas des robots. Ça Hein? marche. Donc l'utilisation de ce qu'on fait là, c'est merveilleux. Ouais, ouais, ouais. Alors, donc, on va conclure là-dessus. Je pense que on en a déjà beaucoup dit. On pourrait parler à peu près Oh oui! 4-5 semaines d'affilée sans s'arrêter, juste en buvant du café. Hey, JP, je te propose quelque chose. Étant donné qu'on peut beaucoup parler, étant donné que tu es un homme de projet, je sais que tu es dans un regroupement, l'Académie Zéro Limite avec mon ami Martin Latulippe, groupe d'excellence. Si on est pour parler tant que ça, toi et moi, je te lance l'idée, le projet, que tu montes une demi-journée de conférence que je pourrais aller animer chez vous et qu'on ferait venir des divers conférenciers, bien sûr, entre autres toi, et pas nécessairement des conférenciers qui ont la même approche que moi et toi. Il y en aurait pour tout le monde, et là, on pourra jaser et jaser et jaser. Ben écoute, ça va. La graine est semée. Je te lance le défi, mon ami. Live, devant la caméra. Lance-moi le défi de venir à Québec le 5 mai. C'est bon, on va faire la même chose. Je suis là. C'est vrai? Je suis à Québec, je suis à Lévis. Ah ben, c'est sûr qu'on va se croiser, on ira prendre un café Hulk. Hein, je t'offre un café Hulk. Ah. Attends. Je fais pleurer les femmes, hein, moi. Attention. Mais je sais pas si tu t'as remarqué, là. Remets tes lunettes, essuie-toi un peu les yeux. J'ai pas grand-chose d'une femme. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment super sympa de pouvoir partager justement avec des accompagnateurs de développement personnel comme toi, des conférenciers qui ont la verve et qui n'ont pas la langue dans leur poche et qui assument surtout. Tout à fait. Qui n'ont, mais ils n'assument pas. Tout à fait. On a un propos, assumez-le. Ouais. Ça marche. Ben merci beaucoup mon ami, je vous salue, tous mes amis européens, j'espère aller vous revoir bientôt. Il y a quelque chose qui se trame là, pour le mois d'octobre en Belgique, mais JP, tu as le défi d'organiser une journée que j'irai animer avec grand plaisir et on remplit une salle et on donne nos coups de pied au derrière ou nos petites tapes dans le dos selon notre approche. Je vais en jaser autour de moi. Salut mon ami, Au revoir. à bientôt, au revoir.